Vermeeren, sans oublier Keita. Vermeeren, tu vois. Keita, ouais. Non, t'as du monde. Astor Franks. Ça va être, ouais, ça va être. Bon, Après, après, l'équipe, Arne Engels, voilà, on passe à la défense. Il n'y a personne qui parle. Parler ballon sérieusement sans se prendre au sérieux, c'est toujours mieux. Bienvenue dans un nouvel épisode du Clubhouse Football Time. Je suis toujours très heureux, bien sûr, de vous retrouver avec mes chroniqueurs aussi piquants que délicieux. Vous allez le voir, vous le voyez, la voix, vous l'entendez, elle va beaucoup mieux. N'oubliez jamais, on est dispo en podcast sur Spotify, très important. Le like et évidemment l'abonnement avant de démarrer l'émission. C'est toujours très important d'avoir les petites recommandations. Bonjour Quentin, comment ça va? Ça va Sacha, content d'être de retour. Ben ouais, je vois ça, il est là, il est fit and well. Ouais, on essaye. Hein. Après deux classicos en plus la même semaine, on a de quoi dire. Hein. Grosse semaine, en plus de ça, toi, t'es le genre de mec qui va dans les stades. Voilà, ça va sur le terrain pour voir un peu ce qui se passe. Il faut. Ça va, c'est pas trop froid? T'as pas pris trop froid? Non, en vrai, ça a été plus la pluie, il faisait dégueulasse. Comme le terrain d'Anderlecht, j'ai envie de dire, voilà. Dimanche. C'était un peu cata. Donc, à peu près le même niveau que le terrain de Rochefort. Oh, On est sur le même truc. C'est vrai qu'on en reparlera, mais non, ça n'aide pas à la production de football d'avoir des terrains aussi catastrophiques. Thomas, comment ça va? Très bien. Ah ben Tout va bien. Hey, je crie. Hein. c'est bien chaque semaine, je dois te poser la question. Où as-tu été au stade? Monsieur travaille pour la Ligue 1, il faut qu'il me régale. Ouais, ce vendredi, j'étais pas pour la Ligue 1, c'était pour mon propre loisir parce que j'habite dans cette ville, j'étais à Courtrai, j'étais voir Courtrai-Westerlo, une purge. Mais bon, après le match d'après, c'était pas forcément meilleur parce que j'étais à Rennes-Monaco, un très beau match. Très belle ville, très beau stade, heureusement, mais le match en soi, pas top, non. T'as goûté la galette saucisse ou pas? Deux merguez, mayonnaise. Ouais. C'est mon cheat day. C'était ton cheat day. Mais t'as bien fait, non? Il faut se faire plaisir. Franchement, c'est la base. Hein. Quand tu vas là-bas, après le match, tu manges une galette saucisse. Hein. Et c'est comment le goût de la crêpe? Parce que moi, j'ai jamais goûté. C'est salé, quoi. Ouais, c'est une émission culinaire. Hein. Vous êtes dans le Clubhouse Culinary Time. Non, mais franchement, c'est trop bon. Ouais. Bah écoute, je vais le tester parce que franchement, ça me chauffe depuis le temps. On me dit ceux qui critiquent la galette bretonne, ils ont jamais goûté, machin, bazar. C'est très bon. Ouais, c'est top. Bon, allez, on va arrêter de rigoler avec la nourriture. Évidemment, on va parler de football, mais d'abord, il faut accueillir notre invité. Il est à côté de Thomas. François Marquet, comment ça va, mon François? Ça va, super, en bonne santé. Merci pour l'invitation et l'accueil chaleureux de votre part. Bah, t'es la bienvenue ici. Ça fait vraiment plaisir de te recevoir. On va parler bien sûr de toi. Alors pour les gens qui ne te connaissent pas, t'as été formé du côté du Standard de Liège, t'es passé par le club de Moucron, de Wastan Beveren notamment, le club d'Ostende bien sûr. Petit passage dernièrement du côté de Cracovie en Roumanie. Comment est-ce qu'on dit? Craiova? Craiova, exactement. Avec l'accent, si tu veux, on peut parler roumain aussi. Ah bah vas-y, comment on dit? Ce faci, frate. Wow. Un petit peu, on apprend, on s'adapte. Ah, il nous régale. Bah écoute, aujourd'hui, c'était très important aussi pour moi de t'inviter parce que c'est la première fois dans l'émission qu'on reçoit un joueur libre. Et la situation du joueur libre, moi, elle m'intéresse énormément parce que on ne se met pas assez souvent dans la peau en fait d'un joueur libre. De qu'est-ce que ça signifie pour un joueur? On dit que souvent que c'était une espèce de petite mort quand on finit sa carrière, mais quand on est dans l'entre-deux, comment on se sent? Toi, comment ça va? Mais comment ça va vraiment? Bah, tout d'abord, je pense que c'est un sujet qui est assez intéressant à débattre parce que quand on parle football ou du joueur de foot en particulier, on parle souvent que des bons côtés, mais effectivement, pour beaucoup de joueurs de foot, il y a ce côté-là où parfois, on peut se retrouver sans club, on peut se retrouver au chômage. Et là, bien sûr, mentalement, c'est pas facile. Hein. Je te dis que ça va, mais c'est sûr que mentalement, c'est pas évident. Maintenant, je pense que c'est même peut-être encore plus dur à gérer qu'une retraite qu'on appelle la petite mort, parce que là, voilà, t'es concret, tu sais que ta carrière, elle est finie, t'as pris ta retraite, tu le sais. Là, quand t'es sans club, en fait, tu sais pas. Et comme tu disais, t'es un peu entre deux, tu sais pas, est-ce que je dois continuer, est-ce que je dois me tourner vers quelque chose d'autre? Et voilà, après, ça dépend aussi à l'âge que ça t'arrive, quoi, tu vois. Alors, c'est super intéressant que tu sois là, parce qu'on peut poser la question d'un joueur libre à 35 ans, on peut se dire, ok, il lui reste peut-être 1 année, 2 années à aller chercher. On avait parlé du cas de Clément Tamon qui avait été très populaire à un certain moment parce que lui s'en était, je dirais, plein et que ça avait été justement une espèce de révélation pour beaucoup d'autres. Il avait mis un peu le doigt sur ce qui faisait mal. Mais toi, aujourd'hui, tu as 28 ans, si je ne m'abuse. Ouais. 28 ans, c'est quand même
ce qu'on peut considérer comme le plus bel âge pour un footballeur. On est là, c'est ce qu'on appelle le prime, en fait, tout simplement. Quand on est à son prime, qu'on est censé être à son prime à 28 ans, en tout cas, qu'on est en pleine possession de ses moyens et qu'on arrive comme ça joueur libre, dans la tête, comment est-ce que ça fonctionne, en fait? Qu'est-ce qu'on se pose comme question formellement? C'est ça qui est compliqué, c'est comme tu viens de dire, normalement, donc tu peux même regarder sur Internet, en fait, en termes de statistiques, le prime du joueur de foot, c'est ça, c'est entre 28 et 30. Pourquoi? Parce que tu as l'expérience, tu as la maturité, tu es un peu plus stable dans ta vie aussi personnelle. Donc c'est d'autant plus frustrant que moi-même, je le sens, en fait, que je suis bien mieux qu'avant. Quand j'étais en Roumanie, c'était pareil. Malheureusement, les 6 derniers mois, j'ai pas pu jouer parce que j'ai eu des problèmes avec ma direction. Mais Roumanie, où souvent, ils ne payent pas les salaires. Moi, j'ai été payé. Ça a été, toi? Ouais, moi, j'ai été payé. J'ai reçu ce que j'avais à recevoir. Donc ça a été. Mais bon, malheureusement, j'ai pas joué les 6 derniers mois. Mais c'est sûr qu'à 28 ans, ouais, c'est frustrant. C'est frustrant, surtout que j'ai jamais eu de... Enfin, tu sais, quand t'as pas eu de grosses blessures. Donc oui, certes, j'ai eu 6 mois d'arrêt en termes de compétition ou de match. Mais je m'entraînais tous les jours. Enfin, je veux dire, j'ai pas eu de problème physique, quoi. Donc c'est d'autant plus frustrant. Maintenant, voilà, il y a la réalité du marché aussi qui fait que il y a énormément de clubs maintenant qui prônent le jeune, quoi. Mais c'est ce que tu m'as dit. Tu m'as dit, écoute Sacha, aujourd'hui j'ai vraiment envie de parler de l'âge dans le football. Ouais. Pour moi, c'est vraiment important. Ouais, parce que je pense que, en fait, sur 10 ans, je pense, 10-15 ans, ça a complètement évolué et c'est complètement l'opposé. Avant, on était trop jeune pour commencer et maintenant, on est trop vieux pour continuer. Donc, c'est un petit peu spécial de ce point de vue-là. Moi, j'ai pas mal de discussions avec des gens de ma génération qui sont des joueurs talentueux et qui sont parfois dans la même situation que moi ou dans des clubs plus bas. Et c'est vrai que l'âge dans le football, maintenant, à 28 ans, t'as l'impression que t'es fini, quoi. Moi, je connais pas mal de clubs où le recrutement, il faut que tu aies moins de 26 ans. Ouais. Alors oui, je sais que c'est un business, bien sûr. Maintenant, moi, je me rappelle de moi à 20, 21 ans. T'en mets 20 comme ça dans un vestiaire, ça fonctionne pas. Ouais. Donc, moi, je veux bien, oui, bien sûr que le côté business fait que forcément, un jeune de qualité, je dis bien de qualité, sera beaucoup plus vendable que un joueur de 28 ans, ça je suis d'accord avec toi, mais ça doit pas être au détriment de la qualité, tu vois. Moi, j'ai l'impression que maintenant, on dit, on veut des jeunes, mais parfois au détriment de la qualité, tu vois. Donc c'est comme j'en discutais en arrivant. Moi, j'ai rien contre, par exemple, le club Bruges qui va chercher des top talents de 18 ans, tu vois. Mais par contre... ils ont carrément été chercher Antonio Nusa à l'époque pour 5 millions d'euros, qu'il n'en avait que 16. Ouais, mais tu vois, je veux dire, ça, c'est des coups que je peux comprendre, tu vois. Bien sûr, c'est bankable, tu vois. Maintenant, quand je vois d'autres clubs, je vais pas me faire trop d'ennemis aujourd'hui, c'est pas le but, tu vois, donc... dommage, on attendait que ça. Non, je rigole. Non, mais voilà, c'est un petit peu le ressenti que j'ai, que ce soit en D1B, que ce soit en D1A, tu vois, où on se force à prendre des jeunes, etc., mais qui sont pas forcément meilleurs qu'un mec de 28, 30, 31, tu vois, qui t'apportera peut-être cette expérience, tu vois. Alors, je me fais l'avocat du diable. Est-ce que tes passages en Belgique ont été, selon toi, suffisamment transcendants que pour pouvoir aujourd'hui, après un passage qui a été écourté du côté de la Roumanie, je dirais convaincre à nouveau un club de Jupiler Pro League? Est-ce que tu penses que ton niveau actuel se situe dans ce championnat-là? Alors, pour être tout à fait honnête avec toi, quand j'ai quitté la Roumanie, ma target, c'était même pas la D1A, moi, tu vois. Okay. Parce que, voilà, je suis réaliste et j'avais pas joué les 6 derniers mois. Voilà, je m'étais dit, écoute, on va chercher un club de D1B, peu importe. Et même le côté financier, honnêtement, j'avais dit directement, c'est pas important. Tant que j'ai de quoi vivre, c'est bon. Je voulais juste retrouver, tu vois, le plaisir du football et revenir un petit peu sur le devant de l'affiche, quoi, tu vois. Ici en Belgique. Maintenant, ouais, c'est sûr que je suis quelqu'un de réaliste, tu vois. Je vais pas m'inventer une vie en disant, j'étais le meilleur joueur en Belgique pendant 10 ans. C'est pas vrai, tu vois. Ouais. Maintenant, je pense que j'ai une certaine expérience du championnat belge et du championnat roumain, enfin peu importe, tu vois, du football professionnel qui fait que quand je regarde les matchs à l'heure actuelle et quand je connais mon niveau,
Moi, je pense que je pourrais aider pas mal d'équipes, ouais. Je pourrais aider pas mal d'équipes. Bah, il y a pas mal d'équipes, ne serait-ce qui joueraient la montée en Challenger Pro League, qui peuvent être intéressantes pour toi. Je pense, quand on voit des niveaux comme ceux notamment de Dender ou une certaine équipe comme le Berscott notamment, etc. Bon, le Berscott est une bonne équipe de football, mais j'ai pas l'impression que sur les niveaux des milieux de terrain, quand on connaît le tien, ce soit largement supérieur. Enfin, on peut dire que ton niveau, ce soit le top, voire le subtop de la Challenger Pro League, voire même la Jupiler Pro League sur certains niveaux. Il y a certains milieux de terrain à Courtrai qui ont, je pense, qui sont moins forts que toi. Franchement, pour le dire, Thomas, tu étais au match vendredi, tu peux l'attester quand même. Peut-être pas forcément les joueurs qui étaient alignés vendredi, mais pendant un certain temps, Debouk a quand même aligné Malinov pendant 5 matchs. C'était une catastrophe. Ouais. Ah, c'est lui ton vote? Non, non, t'en fais pas. Là, il a rigolé parce que je pense qu'il le sait que Malinov est un peu surcoté, pardon. Oui, clairement. Mais il y a des joueurs qui sont mieux appuyés que d'autres dans le championnat de Belgique. C'est quand même bien d'être avec certains agents pour être, je dirais, toujours dans le circuit. On va pas se mentir, François. Bon, après, c'est le business, mais moi, je suis quand même partisan du fait que c'est le joueur qui fait l'agent et pas l'inverse. En tout cas, je l'espère. Maintenant, bon, on connaît tous le monde du foot. C'est sûr que parfois, il y a des relations qui peuvent aider, tu vois. Mais pour répondre à ta question, en toute objectivité et avec toute l'humilité du monde, oui, je pense avoir le niveau pour aider des clubs du subtop de Challenger Pro League, du top de Challenger Pro League, et même certains clubs de D1A qui sont peut-être en difficulté, etc., tu vois. Et en plus de ça, quand je suis revenu de Roumanie, j'avais bien insisté sur le fait que j'avais aucun souci à aller m'entraîner avec des équipes, tu vois, à prouver que physiquement, j'étais au top, et c'est toujours le cas d'ailleurs, donc si quelqu'un nous écoute. Hein. François Marquet est au top, voilà, c'est dit. Je laisserai mon numéro en bas de la page, en description, bien sûr. Non, mais donc voilà, pour répondre à ta question, oui, je pense avoir le niveau encore pour jouer quelques années au plus haut niveau en Belgique. Ouais, parce que nous, on avait justement Yannick Lohemba qui nous disait en off, hein, pas dans l'émission, mais nous exprimait à quel point le noyau, par exemple, du RFC Liège était resserré, étriqué. Ouais. Est-ce que, par exemple, je pense au RFC Liège, c'est un club qui pourrait t'intéresser, c'est un challenge qui pourrait t'intéresser. Tu es d'origine liégeoise, enfin, tu viens de Verviers, donc c'est pas très très loin. Ouais. C'est un truc qui peut te chauffer ou pas? Honnêtement, bien sûr, ouais, bien sûr, parce que, comme je disais juste avant, moi, j'ai juste envie de rejouer au football, quoi. Donc, même le côté financier m'importe peu. Comme j'ai dit, tant que j'ai pour acheter du lait pour ma fille, moi. Non, mais c'est comme ça. J'ai faim de football. Ça fait 6 mois maintenant que je m'entraîne seul. Et voilà, moi, je demande qu'une chose, c'est de retrouver un challenge et un projet. Moi, je pense là tout de suite, quand je vois ton profil, à un joueur qui joue aujourd'hui au SL16 FC, qui s'appelle Adrien Junta, qui est passé par Moucron également, qui était à la cave en fait à Mandel United en D1 amateur et qui a réussi à retrouver un club comme le SL16 FC, voilà, avec des fortunes diverses et variées, mais qui s'est quand même réinstallé. Moi, je te vois un peu dans ce profil-là aussi. Dans un milieu de terrain qui peut apporter de l'expérience à une équipe qui doit quand même se sauver. Est-ce que ça aussi, c'est un challenge en janvier qui peut t'intéresser? Le standard, le SL16 FC en Challenger Pro League? Ouais, bien sûr, surtout quand on connaît mon histoire avec le standard, quoi. J'ai fait quand même plus de 10 ans là-bas, formation et équipe pro combinée, quoi. Donc, bien sûr, surtout que j'arrive à un âge maintenant, puis surtout avec l'arrivée de ma fille, où j'ai pris pas mal en maturité ces derniers mois et ouais, aider des jeunes, ouais, ça pourrait me botter, bien sûr. Mais alors comment tu fais formellement et après je vais vous laisser bien sûr vous poser des questions si vous êtes curieux, si vous avez des choses à dire, messieurs, n'hésitez pas parce que là j'ai quelques questions en tête, donc je me permets de les poser. Comment tu fais formellement pour te proposer à un employeur? Comment est-ce, quand on est agent libre, on met en place, je dirais, le dispositif de proposition? Est-ce que tu fais un Excel avec tes statistiques? Parce qu'on sait que la data aujourd'hui est extrêmement importante pour les clubs belges. Est-ce que tu passes par un agent ou un ami ou un conseiller? Comment est-ce qu'on fait pour se mettre en avant quand on est au joueur libre et que ça fait 6 mois qu'on n'a plus joué? Après, encore une fois, je connais pas forcément tous les joueurs libres, mais je veux dire, moi, dans mon cas, bah oui, c'est des gens qui veulent t'aider parfois, qui vont aller parler à un tel, qui vont aller parler à un tel. Donc c'est un peu comme ça, c'est le monde des agents, quoi. Là, pour le moment, j'ai pas de contrat ou je suis pas lié avec un agent en particulier. Mais bon, j'essaye aussi
que tous les agents de Belgique ne proposent pas partout parce que bon, c'est pas l'idéal, on le sait, pour la réputation dans les clubs. Bien sûr. Maintenant, voilà, les personnes qui ont envie de m'aider, ben, elles le font, quoi. Qu'ils soient proches de moi ou j'ai aussi des anciennes connaissances du monde du football qui croient toujours en moi et qui veulent aussi m'aider de ce point de vue-là, quoi. Ouais. Tu as un très bon ami que je salue, qu'on a un ami commun d'ailleurs, Polonia, qui est devenu agent de joueur, qui représente la société Vulpes, qui est quelqu'un qui commence à faire son trou dans le milieu, qui peut peut-être, je l'espère en tout cas, t'aider. On lui fait un petit bisou s'il nous écoute. Ce serait la belle histoire, ouais. Ouais, ce serait pas mal parce que c'est quand même un ami à toi très proche. Ouais. Donc ce serait beau, ce serait la boucle qui serait bouclée comme ça. C'est sûr. Thomas, t'as une petite question, un truc qui te vient en tête Bah non, s'il a envie de revenir à Moukro, il peut. Mais tu vas le mettre encore plus en galère. Il y a son ancien coéquipier Gebhardt qui joue là-bas, il y a Edir Wali qui est là-bas, il y a des anciens pros, donc Edir Wali, c'est mes débuts dans le studio, c'est vraiment les machins là, tu vois. Edir Wali, c'est chaud quand même. Ouais. Mais il est là-bas. Ouais, c'est vrai. Quentin? Non, mais je peux comprendre qu'après 6 mois sans jouer au foot, c'est pas la même chose que s'entraîner tous les jours et justement le terrain. Donc je lui souhaite honnêtement qu'il reprenne le goût, l'amour du foot, mais surtout qu'à 28 ans, il y a encore une belle marche, parce qu'on parlait justement de quelqu'un jeune, mais même un club, je peux comprendre que financièrement, il préfère jouer des jeunes parce que c'est une plus-value marchande. Mais justement, un joueur qui est libre n'a pas forcément une plus-value marchande grosse à l'heure actuelle, mais si il preste en Challenger Pro League, c'est un club qui, à 28 ans, il pourra encore le vendre même dans 2 ans à 30 ans. Donc il y a encore quelque chose à faire, même d'un point de vue financier pour un club de Challenger Pro League, même d'un point de vue, ok, c'est bien de penser à l'argent pour un club de Pro League, de Challenger Pro League, mais c'est aussi bien de se sauver, c'est aussi bien de grappiller des points. Donc c'est là que ça peut être intéressant, donc on lui souhaite. Voilà, donc l'appel est lancé, François est avec nous et il va se transformer en magnifique chroniqueur parce que tout de suite démarre, bien sûr, Parole de supporters, c'est votre séquence et on vous a posé la question sur X ou Twitter, comme vous le voulez, concernant ce fameux classico, ce double classico assez inédit, incroyable qu'on a vécu ensemble. Après ce partage réalisé justement face au Sporting d'Anderlecht, avez-vous été convaincu par le Standard de Liège? Alors il y a plusieurs réponses très intéressantes, notamment celle de Jordan, Jordan RSCL 7, Jordan Merlier qui nous dit très beau match, une très belle mentalité, un match plein, le penalty rageant vu la prestation des joueurs, mais on gardera toujours des limites dans le dos de la défense et on le sait, le nul est vraiment dommage malheureusement. Quentin? Ouais, je suis d'accord avec ce qu'il dit. Le Standard a bien joué. Honnêtement, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bon. Une ossature un peu mieux. On a toujours le cas de Genepo qui fait un peu tâche dans cette position-là. Fosset qui a bien joué, Ngoy, Kawabe qui pour moi prend vraiment ses marques. Notamment ce que j'ai bien aimé, c'est le poteau de Kawabe à 1-0. Parce qu'à 1-0, on sentait c'était calme et tout. On se dit ben voilà, Anderlecht ils sont partis, ils ont mis leur goal. Et puis la Kawabe, ce poteau, la même chose qu'il a fait en coupe, notamment, c'est ce poteau qui a dit les gars, voilà, on peut le faire. Puis c'est lui qui met le 1-1. Et ouais, honnêtement, ils ont bien joué. Ils ont créé pas mal d'occasions. Notamment, il y a eu plusieurs frappes de Kanga également. Il y a eu aussi une frappe de Price. Non, franchement, ils ont mieux joué. Alors, on a Neya qui nous dit, depuis l'arrivée des nouveaux assistants, il y a 3 matchs, on ressent clairement une différence au niveau du jeu. Pour moi, ces 3 derniers matchs sont très rassurants pour la fin de saison. Est-ce que ce Standard a peut-être trouvé son déclic suite à ce match nul? Paradoxalement, c'est pas une victoire. Mais on sent quand même il s'est passé quelque chose avec cette fameuse, je dirais, assise défensive, mais plutôt trouver grâce. Tu vas rigoler, Thomas, mais à l'équilibre trouvé dans le milieu de terrain, Isaac Price, Kawabe, O'Neill, ça marche bien, quoi. Bah, je préfère O'Neill que Hayden. Même si Hayden, c'est un bon joueur, on est d'accord. Mais je préfère O'Neill, il est plus vif, plus frais, plus jeune. Ça apporte de la fraîcheur. Mais, et aussi Price, j'aime beaucoup ce joueur. On l'avait vu en début de saison, il faisait des bonnes prestations. Mais vu que les résultats ne suivaient pas et qu'il est jeune et qu'il faut qu'il prenne encore de l'expérience, là, il a eu un peu le temps pour s'adapter. Et maintenant, il est dans l'équipe et je pense que Oufkens ne devrait pas le retirer. Et on a vu aussi des phases offensives qu'on ne voyait pas du côté du Standard. Par exemple, le but de Kanga, la passe, si je me souviens bien, d'Alzate, c'est Alzate qui la donne. Elle est incroyable. On n'a presque pas vu ça depuis le début de saison. Donc tu vois un changement. Et c'est peut-être, comme tu disais, lié par rapport où la personne qui a commenté sur ça, par rapport aux arrivées de Bernteis et José Jeunechamp. Alors c'est magnifique parce qu'à côté de nous, on a un homme qui a été entraîné par José Jeunechamp. Je trouve effectivement qu'il y a un véritable changement collectif, en tout cas dans la préparation défensive des matchs. Cet homme a quand même une science pour savoir contrer et pour attendre les équipes qui sont joueuses. Et vraiment, le Standard est dans cette identité-là, une équipe qui sait attendre et qui après repart très très vite et elle a les qualités pour le faire. Qu'est-ce que tu vois de la part de Jeunechamp
que toi tu as connu dans ce standard-là, François? Bah, moi, pour être honnête, le Standard, je pense qu'ils avaient... Bon, il y a des problèmes technico-tactiques, mais je pense qu'il y avait aussi un gros problème pour moi d'identité Standard. Après, c'est mon avis, encore une fois. Ouais, bien sûr. Comme ancien joueur du Standard, je comparais un petit peu à mon époque. Oui, on rappelle que tu as été formé au Standard et que tu fais tes débuts un peu avant juillet 2013 dans l'équipe première, ouais, c'est ça. C'est ça. Et je pense que Jeune Champ, moi qui l'ai connu justement au Standard en réserve, c'est quelqu'un qui attache beaucoup d'importance à l'identité Standard, à l'identité du club, les valeurs un petit peu de la ville, etc. Et c'est un mec qui s'est motivé, quoi, humainement. Je peux un petit peu m'imaginer le discours qu'il a dû avoir avant le match contre Anderlecht, mais ça fait plaisir de revoir le Standard comme ça après des mois un petit peu compliqués, etc. Et j'espère que ça va continuer comme ça. Oui, bien sûr. Et justement, dans ce Standard-là, il y a encore des choses qui nous posent pas mal de questions, mais quelque part, le grand gagnant de cette rencontre, ça reste quand même les hommes de Karl Hufkens. En fait, aujourd'hui, quand on regarde la rencontre, au bilan général, c'est plutôt Anderlecht qui doit avoir de la peine et le Standard qui doit être frustré. 100% d'accord avec toi, parce que quand on parle point de vue niveau comme ça intrinsèque de l'effectif, Anderlecht est au-dessus, clairement. Et là, Anderlecht, ils ont mal joué, c'était pas dedans. Même, moi j'étais au stade, le nombre de fois où le Standard avait la possession et faisait tourner le ballon à Anderlecht, franchement, ça m'a impressionné. Ils n'avaient pas fait ça au match de coupe. Mais là, ici, dimanche, c'était le cas où pendant quelques minutes, j'étais là avec des Anderlechtois et je lui disais, mais punaise, là, ils ont une possession de balle, le Standard. C'est affligeant de voir l'Anderlecht qui faisait zéro pressing. Ils voulaient pas récupérer le ballon et tout. Donc ouais, clairement, je pense que Anderlecht a perdu des points sur ce match-là et le Standard en a gagné, ça c'est sûr. Ouais, dans une construction qu'on appelle en U comme ça, en faisant passer le ballon en fait de l'ailier gauche vers l'ailier droit, en repiquant vers Delaney, repasser, mais très tu sais, un peu à la manière du handball comme ça, mais de manière très stérile en fait. La possession était stérile et quelque part le match s'est dynamisé. Quand Francis Amouzou est arrivé sur le côté gauche, il a fait beaucoup de mal à Marlon Fossé. Et encore une fois, la clé de la rencontre, c'est la même qu'au match aller, les amis. On n'a pas compris le problème du côté de Brian Rimmer. Encore un souci tactique. C'est exactement le même souci. Nous l'avions pointé lors du match aller ici dans le clubhouse. Ça s'est encore repassé. Marlon Fossé a mangé en plat, en entrée, en dessert, en petit déjeuner, en ce que vous voulez. Et après un jeûne intermittent absolument incroyable, Ludwig Augustinsson. Et en coupe, jeudi, c'était Ndiaye. Eh ben, Fossé n'a pas fait ça. Exactement. C'est vrai, c'est exactement. Donc, je comprends pas comment Rimmer, tu vois ça au match aller, tu vois ça au match de coupe, comment tu peux encore te dire, ben, je remets Augustinsson le match dimanche et je mets pas Ndiaye, tu vois. Mais c'est pour ça que je dis que la clé. C'est chaud, quoi. Là où il y a eu le déclic dans la seconde période, c'est quand Francis Amouzou est arrivé, François. Ouais, non, c'est sûr. Après, il faut se dire que, Amouzou, on connaît un petit peu son profil. Dribbleur rapide, explosif, il rentre vers la 60e. Ouais. Donc forcément, Fossé qui est aussi sûrement un petit peu fatigué, et il a pu développer toutes ses qualités durant son entrée. Après, chapeau à lui, parce que c'est pas facile de rentrer, et encore moins dans des matchs comme ça. Mais ouais, je pense que contre un mec comme Fossé, ouais, t'as besoin d'un mec qui percute un petit peu plus. Et on a vu, quoi, parce que quand Amouzou est arrivé sur le terrain, ça a quand même fait un petit peu trembler le Standard. Hein. Est-ce que dans la prise mentale, on a gagné quelque chose du côté du Standard par rapport à Anderlecht? Parce que à chaque fois, première période, Anderlecht, on pense qu'ils vont survoler, qu'ils sont supérieurs et qu'ils vont pouvoir gérer la rencontre. Et le Standard revient. Ça s'est passé 2 fois à l'aller et au retour. Il y a quand même un petit souci au niveau de l'appréhension d'une rencontre chez les Mauves. Je pense que c'est le fait que ce soit un classico aussi, c'est un goût différent. Et le Standard avait remporté le match aller. Certes, ils ont perdu en coupe, mais finalement, quand on comptabilise les points, le Standard prend quand même 4 sur 6 contre Anderlecht. Ils sont forts face au gros, le Standard. Très fort. C'est une grosse équipe. C'est un des seuls points, je pense, qu'ils prennent à l'extérieur. Parce que bon, on connaît le Standard, ils sont très bons face aux grosses équipes, mais c'est plutôt à domicile. Parce qu'à l'extérieur, c'était quand même très compliqué jusqu'à maintenant. Ils prennent un point à Anderlecht. Et sans ses supporters. Oui, ouais. Pour une fois, c'est quand même important à souligner parce qu'on les a toujours dit. Ça a été un grand argument ici dans le clubhouse. Les supporters sont prépondérants dans la réaction des joueurs. Ils n'ont pas assez de football. Là, c'est ça qui est rassurant, c'est de se dire aujourd'hui, en fait, on a une identité de jeu qu'on commence à construire. On commence à comprendre un peu où on va. Attention à ne pas casser tout ça encore une fois parce qu'il y aura le match face à Charleroi. Mais on n'est plus que dépendant de l'engouement de nos supporters.
Ouais, non, c'est vrai. Mais c'est beau à voir que maintenant, ils arrivent à gérer les deux. Parce que c'est important. C'est surtout les points à l'extérieur qu'ils ont beaucoup perdu cette saison. Et c'est ça qui fait qu'ils sont maintenant 6-7e, si je ne me trompe pas dans le classement. Je pense qu'ils sont... ils sont 9e avec 21 points. Ils ne sont pas dans le top 6. Mais je veux dire, ils ne sont pas très loin de ce top 6 alors qu'il y a encore 3 semaines. Et je me souviens, il y a quelques semaines, quand on était ici, tu nous avais dit, le Standard va avoir un gros programme, un calendrier très, très costaud. Et on parlait peut-être d'un éventuel départ de Hoefkens, mais aujourd'hui, il est toujours là. Et le Standard... quand même fait de belles choses de ces matchs-là. C'est parfait que tu me dises ça parce que je rebondis sur ce que nous dit Engine numéro 9. Oui, mais on va perdre des points contre Westerlo, Courtrai et compagnie. Je ne me fais pas d'illusions. Tu la connais parfaitement, cette équipe, Quentin. Ouais. Tu sais qu'elle est capable du meilleur comme du pire dans des rencontres où elle est censée être favori. C'est toujours été comme ça avec le Standard. Hein. Ça fait déjà quelques années que le Standard va gagner contre les plus forts et va perdre contre les moins forts. Encore l'année dernière, ils perdent à domicile contre Serein, mais après ils tapent l'Antwerp, ils tapent Bruges et tout. Et Hoefkens, je trouve qu'il a quand même une belle étoile sur lui parce que franchement, à chaque fois qu'il peut être menacé, il pouvait être menacé contre Bruges, il gagne. Il pouvait être menacé contre Anderlecht, le Classico, il gagne 2-3. Ici, il perd en coupe. Attends, je pense que s'il perdait ici dimanche, et sans les supporters, avec le fait que ça soit la direction qui interdise aux supporters de venir, s'il perdait dimanche contre Anderlecht, je pense que ça aurait été un peu le Bronx samedi contre Charleroi. Donc ici, je pense que le fait qu'ils prennent un point, à chaque fois au moment où ses fesses commencent un peu à chauffer, clac, il calme le jeu. Mais je pense que là, Mais tu penses que c'est de la chance, toi? Parce que tu dis que c'est une étoile. Non, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois que les fesses commencent à être chaudes, mais il gagne ou il fait un bon résultat. Donc quoi? Donc ses fesses, elles doivent chauffer à tous les matchs pour qu'il y ait un résultat à tous les matchs, alors. Ouais, mais c'est pas anodin s'il arrive à prendre des points. Ouais, mais pourquoi attendre ça? Pourquoi attendre le moment où t'es un peu en limite que pour performer? Non, essaye de performer dans la continuité et t'aurais pas ce moment de pression. Moi, je trouve qu'il avait pas trouvé son ossature. Il avait pas trouvé son collectif. Et aujourd'hui, avec l'aide notamment de Jean-Champ et de Bernd Thijs, je suis désolé, mais je reviens là-dessus parce que pour moi, c'est fondamental. On est dans une équipe qui a vraiment construit et qui commence à comprendre comment on joue et qui simplement a créé son équipe. Je serais très, très surpris, voire même déçu de voir un changement dans le cœur du jeu. Pour moi, Alzate, Price, O'Neill, Kawabe, 4 milieux de terrain axiaux. 4 milieux de terrain axiaux. Mais c'est une patate dans le milieu de terrain. T'as plus aucun problème, je dirais, dans ton dos par rapport notamment à l'espace qu'il peut y avoir entre le milieu et la défense. C'est rassurant quand même. Je trouve qu'il a trouvé vraiment son ossature et son équipe. C'est comme ça qu'il doit jouer. La seule petite différence pour moi, c'est que Djenepo n'y est plus. Voilà. Donc, pourquoi Chanak n'a pas été titulaire? Moi, je me pose la question. Ouais, toi, tu l'aurais mis plutôt titulaire, François? Ouais, c'est pas à moi de faire les choix, tu vois. Ah bah non, mais... heureusement. Ça, on sait. Non, heureusement. Après, je pense que Djenepo à ce poste-là, il peut pas donner le maximum de son potentiel pour moi, tu vois. Tu penses qu'il est sous-exploité? Ouais, pour moi. Maintenant, je voulais rebondir un petit peu. Toi, tu dis qu'ils ont trouvé leur ossature. Moi, j'ai envie de te dire, on verra. Parce que le problème avec le Standard, c'est que depuis des mois, j'irais même jusqu'à dire un peu des années, c'est les montagnes russes, comme on disait. Ça gagne contre les gros, puis tu vas perdre contre le dernier du championnat. Enfin, c'est un exemple, mais malheureusement, j'ai l'impression que c'est un petit peu répétitif par rapport à ça au Standard. Et bon, j'espère que ça ira maintenant, quoi. J'espère que ça ira, mais je pense pas qu'il changera après le match à Anderlecht, quoi. Mais alors, on va où, François? Est-ce que le Standard qui aujourd'hui est à 6 points des playoffs 1, on peut le dire, c'est la question que je vais vous poser, a prouvé qu'il était une équipe digne du top 6 selon toi? Je pense qu'on peut pas le dire comme ça sur un match après une bonne prestation. Non, quoi. Ouais. Pour moi, non. Parce que, voilà, tu regardes le top 6 maintenant, tu as besoin de régularité. C'est bien beau de gagner des matchs, c'est bien beau de gagner des beaux matchs à Sclessin, de temps en temps de faire un petit exploit à l'extérieur, mais non, tu dois avoir une régularité. Tu peux pas te permettre de faire des bons matchs, par exemple, à Anderlecht, et puis d'aller perdre, je ne sais pas moi, peu importe, à Eupen. Enfin, c'est des exemples comme ça, mais je pense que pour vraiment accrocher ce top 6 et être un candidat sérieux au top 6, ils doivent être beaucoup plus réguliers. Avant la trêve, il y a la réception de Charleroi, le déplacement à Malines et à nouveau une réception face à Saint-Tron. Quentin, t'attends un 9 sur 9? Ils le feront pas. Impossible. Ouais, impossible, ils ne feront pas le 9 sur 9. Non? Parce que, non, comme François disait, il manque cette régularité. Je pense que contre Charleroi, ils vont gagner. Je pense que contre Charleroi, c'est un derby à domicile et tout. Charleroi tombe vraiment pas bien. J'ai peur pour Mazou après ce match-là notamment. Donc pour moi, ils vont gagner contre Charleroi. Maintenant, à Malines, ils gagneront pas. Et pour moi, contre Saint-Tron, ils vont le prendre trop à la légère. 27 décembre, à 18h30, le stade il sera pas rempli. Enfin, c'est vrai. Attends,
Alors, déjà, la Pro League, mettre un match comme ça en milieu de semaine à 18h, je crois, ils pensent qu'on est tous chômeurs ou ça se passe comment? Non, moi, je sais je crois pas, que ça les fait, hein. Ouais, il y en a qui travaillent. Tu vois. Enfin, moi, je trouve ça complètement. Enfin voilà. Mais pour moi, ils prendront un point 1 où ça va être un match vraiment à 0-0, un match. À ta droite, Thomas n'est pas d'accord, Quentin. Non, parce que Charleroi, justement, ça tourne pas bien. À un moment donné, il faudra que ça tourne. Et je Ouais, pense ça que le reste un match, classico. je pense que le match est Je pense que c'est un référence. derby ce sera wallon. C'est ça qui est risqué, ouais. Ouais, c'est pour ça, moi, je pense pas que le Standard le remportera. Je pense que Déjà le Charleroi. Donc, Est-ce que le toute match ira à son terme? l'inefficacité de Charleroi depuis le début de saison, ils vont le mettre à Sclessin samedi prochain à 20h45. C'est le football. Et pourquoi pas? Non, mais enfin, c'est comme je ça me dis. semble tellement évident, en fait. Donc vous êtes tous en train, on est tous en train de parler sur Charleroi et l'inefficacité depuis 4 semaines, de dire qu'il n'y a pas d'attaquants même s'il y en a 5 qui sont dans l'effectif et qui sont pas capables de marquer. Mais à Sclessin, dans une équipe du Standard qui commence à se trouver, ça va marcher. Tu dois gagner. On en reparlera. J'espère que je serai là dans l'émission qui a suivi. Où il y a eu tu le seras week-end, là. quoi. Tu Ouais, seras je serai là. Moi, je Moi, serai là. Je pense Ah ouais, que ça c'est dépendra vrai. du Standard, moi. Ça dépendra pas forcément de Charleroi, moi, je Non. pense. Je pense que Ah. si. Enfin, Peut-être Allez. des supporters de Charleroi. ouais. Parce que s'ils se rebellent, qu'ils font quelque chose ou quoi. Ouais. T'as entendu parler de quelque chose, Quentin? Hein, mais non, j'avais des supporters qui avaient. T'as tes sources. Qui avaient envie de peut-être se rebeller ou autre, parce que ça va vraiment mal. Et du coup, il faut espérer un truc pour le supporter du Standard et pour la direction du Standard qui interdit ses supporters d'aller au Classico. Et du coup, c'est que les supporters Standard ne réagissent pas, mais ils ne réagiront pas. Mais les supporters de Charleroi vont à un moment avoir envie de montrer quelque chose, qu'il y ait du changement. Ici, il y a eu un nouvel investisseur. Il faut du changement. Tu perds encore ici. T'es la première équipe non relégable. Bah, vous me faites la transition toute trouvée. On passera par un petit passage à Anderlecht et on parlera des choix de Brian Rimmer. Mais là, il faut effectivement parler de Charleroi. L'année dernière, François, Mehdi Bayat était à ta place et Ouais. nous a dit que pour lui, le Sporting Charleroi, la saison dernière, avait raté sa saison. Est-ce que, selon toi, c'est raté d'ores et déjà maintenant aussi? Une deuxième saison ratée pour Charleroi? Bah, je pense qu'on fera le bilan vraiment. Enfin, ils feront le bilan en fin de saison, que si c'est une saison ratée ou pas. C'est sûr que c'est un début de saison raté, ça oui. Maintenant, moi, ce que je me pose comme question aussi, c'est quels sont les réels objectifs de Charleroi? Qu'est-ce qu'ils veulent? Est-ce qu'ils pensent se situer dans le top 6? Est-ce qu'ils pensent être un club du top 6? Est-ce qu'ils veulent être un club du top 6? Tu vois, donc c'est là que C'est un point hyper intéressant. Ouais, clairement. tu vois, moi, Hyper intéressant que tu soulignes. on parle souvent de Charleroi, ah oui, je ne sais, ils ratent leur saison, mais c'est quoi? Qu'est-ce que c'est une saison correcte pour Charleroi? Mais c'est quoi Tu les vois ambitions de Charleroi? Ils se veulent prononcent quoi? pas, hein. Ils le disent Si, pas. ah non, je suis pas d'accord parce que quand il était ici, Mehdi Bayat, lors de la dernière émission, l'année dernière, eh ben, il avait dit, ouais, moi, je le dis clairement, l'année prochaine, on vise les playoffs 1. Donc, leur ambition, c'était ça. Mais pour moi, ils ont mis la barre trop haute. Non, mais Et il est c'est pour obligé. ça. Bah oui, Tu c'est- sais, vis-à-vis des bah oui. supporters, je pense. Bien sûr, Il mais est obligé de le dire. oui. Ouais, mais du coup, tes joueurs, ils pensaient ça. Du coup, t'as perdu un match, t'as perdu 2 matchs. Ouais, je Clac, sais. t'es rentré dans une mauvaise spirale et c'est pour ça que ça joue. Je pense que s'il dit pas ça, ça se trouve, il aurait gagné beaucoup plus de Oui, points. peut-être. Parce qu'il a mis aussi la pression sur son coach. Son C'est coach, sûr, c'est ouais, sûr. voilà, ben moi, l'objectif, c'est les playoffs 1. C'est Ouais. les playoffs à 6. Mais quand tu regardes les noyaux des autres équipes, des 6 premiers actuellement, ils ont pas leur place. C'est ce que je disais, hein, moi, honnêtement, je regarde le classement. Charleroi, Bien sûr. malheureusement, n'a pas sa place dans le top Bien 6. sûr. Allez, à tous les niveaux, hein, je veux Ils dire. peuvent pas avoir cet objectif-là. Pour moi, je ne pense pas que c'est. Après, maintenant, il y a l'arrivée du nouvel investisseur. On verra ce que ça donnera. Maintenant. 6 millions millions, d'apports voilà. supplémentaires. Alors, ce qu'on peut vous dire, c'est que l'apport, c'est pas 6 millions dans le mercato. Donc, il va y avoir peut-être 25% d'investissement. Donc, on peut parler de transferts qui peuvent aller jusqu'à 1,5 million, 2 millions d'euros pendant le mercato. On va pas aller Et loin. puis derrière, on va investir ailleurs, dans les structures notamment, et essayer de renforcer peut-être certains joueurs, etc. On attend aussi des départs. Moi, j'ai une grosse question. Et il y a eu un petit, pas dire un petit clash, mais dans la presse, Felice Matsu s'est un peu énervé avec un journaliste là-dessus. Voilà, Adem Zorgan, est-ce qu'on l'a perdu définitivement, Thomas? Bah, il voulait partir. Il s'en est pas caché. Et, Dans la tête, c'est dur quand ouais, même. c'est dur parce que il y a quelques matchs où il a été bon, mais il apporte en fait ce côté créatif à Charleroi parce que sans lui, franchement, on va pas se mentir. Si Zorgan n'est pas là, il y a pas ce côté créatif. Même s'il il joue pas à son niveau actuellement, c'est quand même lui qui apporte cet aspect offensif qu'il y a à Charleroi, même si bon, c'est pas très efficace, il apporte ce truc-là. Il aurait dû partir, mais je pense que dans sa tête, il a voulu rester avec l'objectif d'être sélectionné avec l'Algérie pour la CAN. Je pense que c'était ça son objectif. Et apparemment, ça n'a pas fonctionné parce que lors de la dernière sélection, il n'a pas été convoqué. Mais Charleroi, moi, ce qui manque cruellement,
Et je vais donner un exemple parfait. C'est en défense, en fait. On a 3 défenseurs, mais il n'y en a aucun qui est leader, qui a ce personnage qui, comme à l'image d'un De Soleil à l'époque. T'avais un vrai De Soleil, c'était un vrai défenseur qui dégageait quelque chose. Et là, il n'y a pas ça à Charleroi pour l'instant. Mais quelque part, je vais faire un lien avec ce que disait François. L'ambition, c'est pas nécessairement uniquement ce qu'on dit ou ce qu'on projette pour l'année future. C'est comment est-ce que tu construis une équipe qui va, je veux dire, d'un point de vue légitime et explicite dans le jeu, montrer quel type d'équipe tu es. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu as un leader, soit tu fais de la prospection et tu vas chercher des talents comme Charleroi sait le faire parfois en Palestine, à gauche, à droite, et tu essayes de créer quelque chose et après derrière tu fais de ce qu'on appelle de l'achat-revente pour acheter très peu et revendre plus cher. Soit tu prends des talents, tu les développes et tu les fais progresser comme un Mehdi Boukamir. Soit tu fais une grosse équipe et tu essayes d'aller chercher quelque chose. Et là, tu peux aller chercher notamment des joueurs qui sont très intéressants, comme Parfait Guiagon, etc. Mais là, c'est les 3 en même temps. Ouais. C'est fouillis. On comprend rien. Ouais, mais on comprend rien. Cette équipe de Charleroi, on comprend rien. Je suis désolé. Ouais, mais tu trouves pas que le noyau, il est quand même assez qualitatif sur le point individuel quand tu oui, individuellement, joueurs, mais dans qu'est-ce qu'ils veulent faire ensemble avec ces joueurs-là? Est-ce qu'ils matchent ensemble tous ces joueurs-là? A priori, oui, c'est ça la question. Mais je pense que c'est aussi le système de Mazou. On le connaît à force. Mazou, j'ai l'impression il teste pas de nouvelles choses. Il avait fait, je pense, lors de la trêve internationale, il était passé avec 4 défenseurs. Il avait testé, apparemment ça n'a pas fonctionné parce qu'il n'a pas continué sur cette lancée-là. Mais il est toujours dans son système à 3 défenseurs derrière. Pour moi, il devrait changer quelque chose. Ouais, changer quelque chose, peut-être ça passera par l'investissement de David Elmer, nouvel investisseur américain, ça peut être intéressant. Je voulais repasser 2 secondes sur Anderlecht parce que pour moi, il y a un grand fautif dans le match et je voulais vous poser cette question. Bien sûr, dans l'effectif du Sporting d'Anderlecht, il y a toujours cette épine dans le pied. On a l'impression que Anderlecht et Brian Riemer ne veulent pas ôter. Vous savez très bien de qui je veux parler. Kasper Schmeichel, bien évidemment. Ça commence à devenir un vrai souci. Et j'ai un peu l'impression qu'il est là pour être là, mais qu'il n'est pas actif. En fait, son corps n'est pas présent. Si, par exemple, Anderlecht a besoin de lui sur une frappe, j'ai pas l'impression qu'il va se plonger pour aller essayer de la dévier, le ballon, tu vois. Il est en fin de carrière. Oui, c'est ça. Ouais, et en surpoids aussi. En fin de carrière, en surpoids, il y a tellement de choses, notamment sur les poteaux de Kawabe, il plonge pas. Et même, moi qui étais au stade, il y a pas mal de supporters d'Anderlecht qui commencent de plus en plus à en avoir marre, à le huer, à dire des mots contre lui et tout. Donc, est-ce qu'ils auront la patience si après tu vas jouer contre les grosses équipes et tout et qu'il est fautif contre un Gand, contre un Genk, contre un Bruges? Je crois que ça va faire mal. Ça peut être décisif, honnêtement, parce que c'est vraiment pas bon. Le seul gros match qu'a gagné le Sporting d'Anderlecht, c'était face à l'Antwerp. Les autres, c'est zéro victoire. Seulement, un seul clean sheet. Quand on voit la rencontre de Maxime Dupé en Coupe de Belgique, c'est impeccable. C'est leader. Même le début de saison. C'est un vrai bon gardien de football. Il a été recruté pour être numéro 1. On lui a menti. Maintenant, ça allait. La pilule, elle est avalée. Mais à un moment donné, on peut faire jouer les performances ou pas? Ouais, mais François, à un moment donné, tu t'es retrouvé dans cette situation où tu trouvais que tu étais meilleur que ton concurrent et tu te dis ah non mais là frérot, tu peux pas m'en faire. Non mais c'est vrai. Non après c'est sûr que le poste de gardien déjà est très compliqué par rapport à ça. Je l'ai vécu avec dans les noyaux dans lesquels j'ai joué quoi. Et c'est pas évident. Maintenant, le problème c'est que la hiérarchie elle est établie, je pense. À Anderlecht, c'est Schmeichel qui est numéro 1. Ouais, sans qu'on l'ait dit à Maxime Dupé avant qu'il signe. Parce qu'il est danois. Oui. Comment est-ce qu'on peut dire que la hiérarchie est établie si classiquement ou de manière limpide, quand il a signé son contrat, c'était pas ça qui lui a été donné? Je sais, mais bon, tu sais bien que dans le football, une parole donnée. Mais toi, quand tu étais derrière William Vaquer, on t'a dit que William Vaquer était titulaire. Ouais, mais bon, moi j'avais un problème de taille, moi, tu vois. Donc c'est ça, tu vois. Non, mais par exemple, Dutoit, il y avait eu ce problème-là, il me semble, à Ostende avec Fabrice Ondoa, tu vois, où c'était très compliqué parce que là, tu avais deux numéros 1, entre guillemets, qui n'avaient pas une hiérarchie qui était stricte, tu vois. Mm-hmm. Là, Anderlecht, le problème, c'est que, comme tu dis, il y a un moment donné, je pense, où quand les supporters commencent à s'agacer, et même que le monde du football voit que peut-être Schmeichel n'est pas performant, et qu'en plus, Dupé fait des bonnes performances en coupe, il y a un moment où tu peux peut-être changer la hiérarchie. Oui, et c'est pour ça que je pense que le Sporting d'Anderlecht va
plus potentiellement gagner la Coupe de Belgique, même Ouais, s'ils c'est ça. affrontent l'Union Saint-Gilloise lors du prochain tour, que le championnat de Belgique, où là, quand même, même le numéro 2 de l'Antwerp, c'est un certain Senne Lammens, il est excellent, il a fait un très bon match en Coupe de Belgique. Ouais. Voilà, on parle quand même d'équipes qui ont des niveaux de gardiens. Voilà, mis à part Anthony Maurice qui est bon, mais qui fait une floche sur 5 matchs, on le sait, c'est son rate, quoi. Il a Ouais, sa ça va. probabilité de une connerie par match, Ouais, c'est on va sûr. le dire comme ça. Et puis c'est tout, quoi. Pour le reste, franchement, Anderlecht, c'est vraiment flippant dans le niveau, même au niveau défensif. On peut aller plus loin. Même au niveau Jan défensif. Vertonghen face à Kanga, que va-t-il Non. faire à l'Euro s'il est mis en difficulté autant? C'est même pas ça aussi. C'est le positionnement de base sur le deuxième goal du Standard. Il Ouais. est pas aligné. Il est pas aligné sa défense. C'est lui qui couvre leur jeu. C'est lui qui permet à Kanga d'avoir un face-à-face en or sur Schmeichel. Ouais. Son positionnement de base, il est affligeant aussi. Donc, on a parlé d'Augustinsson et tout. Donc, ouais, clairement, c'est le point faible d'Anderlecht. Et la base d'une bonne défense, c'est un bon gardien. Aussi, Il ouais. y a rien à faire. Ouais, parce que je pense que avec un gars, après, encore une fois, moi je suis pas dans l'équipe et je suis pas sur le terrain avec eux, mais je pense qu'avec un gardien qui est plus investi, on va dire, que Schmeichel, même en termes de communication. Exactement. Tu Moi, vois. exactement. Moi, j'étais au stade jeudi Allez, je pense, et hein. dimanche, et les défenseurs, même là, quand on voit Jan Vertonghen, comment il communiquait avec Dupé et comment il communiquait avec Schmeichel, il communiquait totalement différemment. Dupé faisait un bon arrêt, il se saluait, il s'encourageait et tout. T'as pas du tout ça avec Schmeichel, hein. Donc ça, c'est important. Ouais, Il est c'est la, fade. c'est la différence entre un gardien qui va au bout de ses séances d'entraînement avec le collectif et l'un qui quitte l'entraînement quand il le veut. Voilà, François, on va dire les choses comme elles sont. Non, mais après, il a la carrière qu'il a eue et parfois tu as des petits passes droits. Maintenant, le problème, c'est que si les passes droits sont répétitifs Ouais. et qu'en plus t'es pas performant, c'est ça la question. Tu vois, c'est Attends, ça qui est Yann Vertonghen, compliqué. il a des passes droits avec Oui, les Diables mais Rouges. voilà. Il a pas des comportements comme ça Non, chez les non, Diables non. Rouges avec Domenico Tedesco. Ouais, après- ça, je peux te le confirmer. Voilà, il y a des différences à un moment donné. Il faut respecter l'institution. Le Sporting d'Anderlecht, c'est pas un paillasson, quoi. Non, Tu vois, non. tu t'assois pas sur 34 titres nationaux à un moment donné. Non, C'est mais lui, aussi sait ça. pas Il sait pas justement. C'est ça le problème. Son passe droit, c'est son passeport. Ouais. Parce qu'il est danois. C'est vraiment, je l'ai déjà dit 40 fois dans les émissions. Mais c'est juste pour ça, tout Ouais. simplement. Ouais, mais malheureusement, allez, tu sais, je reviens un tout petit peu au standard par rapport à ça, mais Reviens, frérot. reviens. non, mais il y a des choses. Anderlecht, ce qui est bien, c'est que tu as quand même les jeunes de Nerpet qui amènent cette identité anderlechtoise, tu vois. Mais par exemple, quand je reviens sur le standard, désolé, pardon, je vous coupe, mais souvent, cette identité, elle doit venir de ton noyau, tu vois. Tu dois avoir au moins quelques cadres, tu vois. Et voilà, maintenant, je pense que Schmeichel, qui normalement devrait être un leader de par son poste, de par sa carrière, etc., n'est pas assez investi et imprégné de l'histoire d'Anderlecht, tu vois. Mhm. Et je trouve ça dommage, ouais. Comme tu dis, on peut pas s'asseoir sur une histoire, quoi. Voilà, deux petits mots aussi sur le club de Bruges qui nous fait une petite blague, plainte au département des référés parce que le match a été soi-disant perdu parce qu'il y a eu une mauvaise décision arbitrale. On leur rappellera effectivement que le club de Bruges a bénéficié de beaucoup de décisions favorables durant toute l'histoire récente du club de Bruges. Warner. Ouais, exactement. Merci. Je te C'est la- salue en direct. Je te serre la main. C'est la première Yes. qui me vient à l'esprit. Voilà, C'est- on va elle est se tellement, calmer, les Brugeois. Vous n'aurez évidemment jamais la décision pour vous pour ce coup-là. Mais bon, bien essayé quand même de la part de Bart Vorag et son équipe. Le Cercle de Bruges, justement, éjecté du top 6 après sa défaite samedi dernier contre l'Antwerp. Question très simple, on adore cette équipe de Miran Muslic. Elle est belle à voir jouer, mais est-ce que ils ont dit définitivement adieu au play-off 1 pour toi, Thomas? Non, il est beaucoup trop tôt pour dire ça, pas du tout. Mhm. Certes, ils ont peut-être perdu face à l'Antwerp, mais l'Antwerp, c'est un peu leur bête noire depuis le retour des deux équipes en Division 1. Le Cercle n'a gagné qu'une fois lors des 9 derniers matchs, donc c'est un peu leur bête noire parce que le Cercle performe en majorité quand même assez bien face aux grosses équipes, même si là ils ont fait 0/6 avec l'Union et l'Antwerp, mais je pense qu'il est beaucoup trop tôt pour dire que c'est la fin des playoffs, pas du tout, surtout qu'ils ont quand même pas mal de blessés aussi, ça joue. Oui, et puis c'est une équipe qui aurait peut-être besoin d'une boussole, un espèce d'équilibriste dans le milieu de terrain parce que Bah, il y a beaucoup de ça blessés. renverse à gauche, ça renverse à droite, ça part d'un côté, ça part de l'autre, mais à un moment donné, quand le score est favorable, il faut quelqu'un pour mettre le pied sur le ballon. Mais t'en Tu as vois t'en as un. Oui, il s'appelle François Martin. Je suis mais là, tu c'est tout pourrais- trouvé. Attends, mais attends. Il y a trop blessés du côté du Cercle au milieu de terrain. T'as Le Maréchal qui était absent, Ouais. t'as Van der Bruggen qui est absent et t'as Abou Francis. Alors Abou Francis, lui je l'adore. Franchement, j'ai hâte qu'il revienne parce que lui c'est le petit de joueur qui peut mettre son pied et
qui est essentiel au système à Muzlic. Et quand il reviendra, je pense que ça va aider ce milieu de terrain. Il y a beaucoup de volonté, il y a beaucoup de courage, mais il y a aussi parfois beaucoup de naïveté dans le chef du Cercle de Bruges. Tu sens que c'est une jeune, équipe, hein, ouais. oui, très jeune, très agressive, elle est belle à voir jouer, c'est très intéressant, à chaque fois c'est spectaculaire. Mais à un moment donné, il faut juste mettre le pied sur le ballon. Tu fais un peu du Lucas Biglia avec le FC passe en retrait. Et puis voilà, je veux dire, tu gagnes du temps, tu essayes de pas perdre les ballons inutilement. Il y a aussi ce déficit d'expérience qui, pour moi, va les faire sauter du top 6. Voilà, François. Ouais, moi je suis complètement d'accord avec toi par rapport à ça. Il développe un super football. Moi honnêtement, c'est vraiment une des équipes que j'aime regarder, tu vois. Et pourtant honnêtement, ces derniers temps en Belgique, bon, j'ai un peu du mal avec le football, mais je pense que ce déficit d'expérience et cette naïveté-là va faire en sorte que ce sera sûrement compliqué. Le top 6, tu vois. Après, encore une fois, le top 6, c'est costaud. Enfin, tu vois, on va peut-être pas parler du football qui est développé et de la beauté du jeu, mais en termes d'expérience, bon, la plupart des équipes du top 6, ça s'y connaît, tu vois. C'est des équipes efficaces. Voilà, tu vois, ça s'y connaît, ça a l'expérience, il y a des joueurs qui ont de la bouteille et je pense que c'est ça qui manquera sûrement au cercle pour accrocher ce top 6. Un dernier petit mot avant de passer, bien sûr, à la séquence Le Crack, la fraude. Je voulais absolument en parler. Vous savez que je l'aime énormément, mais en plus de ça, il a été excellent face à Wolverhampton, évidemment, avec 89% de minutes jouées en Première Ligue avec Nottingham Forest. Aurel Mangala brille en Angleterre. Est-ce qu'il a définitivement gagné sa place de titulaire dans l'11 de base de Domenico Tedesco avec les Diables Rouges? Quentin? Définitivement, c'est trop tôt. Hein. C'est trop tôt. Il y a encore beaucoup de choses qui peuvent passer. Il y a le retour de Kevin De Bruyne. Il y a Onana qui va revenir également. On sait que notamment, quand Kevin De Bruyne avait été là, il avait mis Kevin De Bruyne plus bas. Il avait fait jouer Carrasco en 10. Donc, il y a plusieurs alternatives. Il y aura de la concurrence. T'as Tielemans qui revient également. Donc, il y aura la concurrence. Donc, définitivement, non. Maintenant, il doit continuer à prester et c'est le terrain qui parlera pour lui. Donc, Alors, il y a quand même une chose qu'on peut mettre à l'actif de Aurel, c'est que la régularité dans les performances, il faut continuer. 90 minutes à chaque fois en Première Ligue, on pensait qu'il allait se faire passer dessus par Sangaré qui arrivait pour 35 millions d'euros. Il est resté titulaire, il est performant, il a marqué des buts. Je veux dire, là, il y a quand même aussi un certain niveau, une certaine constance et on sait que Domenico Tedesco, ce qui compte pour lui, avant tout, c'est la régularité dans les performances. Mais quand tu dis définitivement, tu parles pour l'équipe qui sera alignée à l'Euro ou tu parles... En gros, est-ce qu'il fera partie de l'équipe qui démarre face à la Slovaquie? Pour moi, oui. Ok. Parce que justement, tu parles de régularité. Tedesco, il n'aime pas forcément faire beaucoup de changements non plus. Il aime bien que ce soit cohérent et qu'on garde les mêmes joueurs. Et ça fait quand même depuis le début qu'il est là que Mangala joue et il est titulaire, donc je pense qu'il sera titulaire. Au début, contre la Suède, c'était pas lui titulaire, hein. Il était sur le banc. Mais bon, t'as quand même ce Onana, Mangala qui est là depuis... Ouais, quand De Bruyne était là, il était pas titulaire, ça le problème. Ah oui, mais Tedesco est allemand et contre l'Allemagne, il a fait un gros match. Ouais. Et ça, c'est très important. Attends, rappelle-moi, il y avait Onana, Kevin De Bruyne. Il y avait Onana, Kevin De Bruyne et Carrasco en 10. Mais ça, j'y crois pas trop. C'est des performances qui marquent. C'est des performances qui marquent. Tu gagnes contre l'Allemagne. T'as Mangala, Onana. Tu gagnes 0-3 contre la Suède, il était pas là, tu vois. Qui ça? Mais bon, la Suède. Il était pas là. Il est sur le banc, toi. Oui, c'est vrai, t'as raison. Ça peut être aussi un argument. Il est sur le banc, donc tu gagnes 0-3 en Suède, il est sur le banc, donc il faut voir, mais il doit continuer. Moi, je pense que le retour de Bruyne va conditionner beaucoup de choses pour l'équipe qui commencera, tu vois. Maintenant, Aurel, franchement, incroyable. Moi, en tant que milieu de terrain, je suis plus âgé que lui, mais je l'ai connu, j'avais vu un match de lui, je pense, en U19 ou U17 de l'équipe nationale. J'ai adoré directement. Puis j'ai un petit peu suivi, je regarde ses matchs. Moi, j'adore. Mais honnêtement. En fait, c'est l'art de la simplicité, ce mec. Ouais, mais c'est incroyable. Il a tout, hein. Franchement, hein, parce que ballon-pied, c'est costaud aussi, tu vois. Et je pense que pour le futur, en tout cas, Onana Mangala, c'est costaud. Mais et encore, c'est fou, hein. C'est fou à dire. Mais Aurel est un joueur discret, François. Oui. Dans son profil, d'abord humainement, c'est en dehors du fait que c'est une crème et que c'est quelqu'un d'extrêmement gentil, vraiment très gentil. C'est quelqu'un qui dans le jeu ne va pas se mettre en lumière de par ses performances. C'est pas quelqu'un que tu vas ressortir instinctivement d'une rencontre. Par contre, à chaque fois, il fait quasiment jamais des mauvais matchs. Jamais. Les connaisseurs, ils vont voir. Hein. Ouais. Et puis, quand il joue avec Onana, de toute façon, Onana, il prend tellement de place. Enfin, tu vois, je veux dire, non, mais c'est vrai. Alors, que lui. C'est vrai, non, mais c'est un basketteur. Non, mais il a un charisme sur le terrain, que ce soit dans l'impact, que ce soit même dans la possession du ballon, tu vois. T'as l'impression de voir que lui.
mais t'as des mecs qui font le boulot aussi autour, tu vois. Mais c'est fou à dire parce que au milieu, tu sais, il y a du monde, hein. Ouais. Et même pour le futur, t'auras du monde, tu vois. T'auras encore Tielemans, t'as Lavia. Ouais. Ne pas oublier non plus Sambi qui rentre toujours là, on va dire, péniblement en jeu face à Non, mais à Manchester Vermeeren City. aussi, ouais, Vermeeren, sans oublier Keita. Vermeeren, tu vois. Keita, ouais. Non, t'as du monde. Astervranks. Ça va être. Bon, Après, on va faire une équipe. Arnaud Engels, voilà, on On continue. passe à la défense, il n'y a personne qui parle. Mais oui, mais vous avez raison, effectivement. Et puis, il y a une chose qui est, pour moi, pour Aurel, qui peut vraiment jouer soit en sa faveur, soit en sa défaveur chez les Diables, c'est comment est-ce que Aurel Mangala va pouvoir justement s'acclimater et trouver cette complicité avec Amadou Onana. Parce qu'Amadou, on le sait, il est meilleur dans un rôle de 8. Mangala, il est meilleur aussi dans un rôle de 8 où il peut faire un peu tout. Comment est-ce que les deux vont pouvoir s'articuler ensemble? Cette complicité doit encore être travaillée. Ces automatismes aussi avant l'Euro. Est-ce qu'on les fait jouer ensemble? Est-ce qu'on prend un vrai 6? Parce qu'il semble aimer ça, vraiment. Hein. Tedesco, il semble aimer un 6. Il a dit l'instinctif remplaçant de Amadou Onana en cas de blessure, c'est Astervranks, il n'a pas pensé à Aurel Mangala. Donc on est déjà dans l'idée que selon lui, Aurel Mangala, c'est plus un 8 et Onana, c'est plus un 6. Là, on n'est pas d'accord avec Tedesco pour moi, mais voilà, on s'en fout de mon avis, mais c'est possible de Il va commenter la vidéo sur YouTube, il va pas être d'accord. il va disliker, voilà, c'est ça. Non, mais c'est vrai que il y a encore des choses à trouver, mais Mangala, dans sa progression et même dans sa mentalité, c'est aussi cette espèce d'humilité qui manquait peut-être au Diable Rouge lors des précédentes compétitions, François. Peut-être, oui, je ne sais pas. En tout cas, oui, comme tu dis, lui, c'est un mec comme ça, très humble. Et sur le terrain, comme tu as dit tout à l'heure, tu vois, c'est un mec qui va pas se mettre en avant, mais les connaisseurs du football vont savoir que ce joueur est terrible. Moi, je le dis. Et leur complicité, ça va pas se faire du jour au lendemain, tu vois. Je pense qu'il va falloir des matchs. Et s'il veut les faire débuter à l'Euro, il reste les matchs amicaux. Ouais, il me fait penser un peu à N'Golo Kanté, moi. Oh, j'avais le dire, c'est incroyable, c'est vraiment ça. Et c'est lui qui peut mettre en lumière d'autres joueurs devant lui. Et justement, il va pas prendre cette lumière, il va faire le travail, il va charbonner, il va faire le travail que d'autres ne feront pas, mais pour que l'autre puisse le faire. Et c'est vraiment ça. Ouais, c'est un petit peu le même. C'est vraiment ça. C'est des courageux. Vous avez pas l'impression de ça, nos Diables Rouges aujourd'hui? Ouais. C'est pas les plus talentueux, les plus chaloupés, pour reprendre le surnom qu'on avait donné à Axel Witsel, mais c'est des courageux. Les mecs, ils vont à la baston, tu vois. Moi, j'aime ce genre de profil-là. C'est la grinta. Après, Witsel, il faisait ça aussi, mais dans un peu plus discret. C'est vrai qu'il avait un peu moins d'emprise sur le milieu de terrain qu'un Onana, par exemple. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on aura un De Bruyne Onana. Là, il faut juste savoir qui les accompagnera au milieu de terrain. Voilà, et Tielemans qui va prendre gentiment sa place de remplaçant en lieu et place de Kevin De Bruyne, que je trouve excellent d'ailleurs avec Aston Villa. C'est pas pour faire le reproche, mais vraiment dans son évolution. Franchement, numéro 10 avec 2 pare-chocs, c'est ça. Reste comme ça. Ne viens pas commencer à nous faire le playmaker, le Modric. Arrête. Stop. Numéro 10. Non, mais c'est vrai, François, toi, tu es milieu de terrain, tu le vois quand même, il a des carences, mais quand il est dans une certaine position, qu'il est libéré, de certaines tâches défensives, c'est un autre Youri Tielemans. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Après, je pense que il sait faire les deux, mais pour pouvoir exploiter le maximum de son potentiel offensif, il doit être libéré de certaines tâches, oui, ça c'est sûr, défensives. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Après, son entraîneur en club, logiquement, doit savoir le mieux où le positionner et avec qui le positionner, quoi. Ouais, c'est clair. Le crack, la fraude, votre séquence découverte, ça part maintenant et on démarre tout de suite avec Quentin qui a choisi un crack ou une fraude. Un crack. Un crack. Et un crack d'une équipe qu'on parle pas beaucoup. Je vais prendre l'OHL, le gardien, Leysen. Ouais. Oh, il a fait une masterclass contre Saint-Tron. Il a fait 12 arrêts, expected goal de 3.6. Il encaisse qu'un goal. Très, très jeune, qui était à Genk avant, notamment. Et un énorme potentiel. Il a mis Maxence Prévost sur le banc. Répète son prénom. Toby Leysen. Toby Leysen. Tobe. Voilà. Tobe. Ja, we zijn Nederlandstalig ook. Mais c'est hyper intéressant. Je trouve qu'il a fait une très très belle prestation. Ouais. Sans lui, certainement Saint-Tron. Clairement. Grosse équipe Saint-Tron quand même. Ouais, j'aime beaucoup. J'adore les voir jouer. Bon. Grosse équipe. Tu dis qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui jouent bien en Belgique, mais moi je peux t'en citer 4. Hein. C'est d'office direct. Vas-y. La Gantoise, l'Union. Saint-Tron du coup. Saint-Tron. Et la 4e équipe, on en a parlé, Cercle de Bruges. Voilà, des équipes qui sont de qualité. Et donc tu vois,
pour revenir, Saint-Tron qui va le 27 décembre au Standard. Donc ton 9 sur 9 du Standard, Ouais, il est pas acquis. ça va être compliqué. ambitieux, hein. Et le 9 sur 9 ne m'appartient pas. Ça va être Inou, hein. compliqué. C'était une question qu'il a posée, il les a pas fait, Mais ça dit comme quoi le 9 sur 9, ils le feront pas. D'accord. Thomas, ton crack ou ta fraude? Moi, je vais partir pour un crack aussi. Ok. Joueur de l'Antwerp. Je prends ces 2 matchs en considération, donc le match face à Charleroi et le match face au Cercle. C'est un joueur qui est arrivé cet été en provenance du CSKA Moscou. C'est un ancien, un ancien international du Nigeria, donc UK. Il apporte quelque chose d'incroyable à cette équipe de l'Antwerp. Franchement, c'est le meilleur ailier qu'ils ont dans le noyau. Je le trouve même meilleur que Balikusha. C'est peut-être un peu prématuré ce que je dis, mais de ce qu'il a proposé dans ces trois titularisations, c'est quand même incroyable ce qu'il a apporté. Hein. Je pense que Mouja et Kerk, on peut les remballer, c'est terminé. Hein. Non, Il est incroyable. Très intéressant. Tu répètes le prénom pour les gens qui veulent écouter? Le prénom c'est Shidera. Shidera. Et son nom de famille c'est Eyuke. Il a que Shidera 25 ans. Eyuke. Ok. Il a que 25 ans. Très bon très joueur. intéressant. Ouais. Merci Enfin, beaucoup. face à Charleroi, elle était en coupe incroyable et face ici au Cercle aussi. François? Crac, hein. Je vais pas me faire d'ennemis. Encore une fois, je suis pas venu pour ça. François Non, Marquet. Crack. François Marquet. ça, Voilà. ça, ce sera en off. Non, mais moi, mon crack, honnêtement, c'est Ngoy du Standard, le défenseur. Waouh, mais toutes les merci. semaines, on dit Merci. Ouais, je suis peut-être pas super original, mais franchement, moi, il m'impressionne, honnêtement. Ouais, Il c'est m'impressionne parce que soit physiquement, même techniquement, avec le ballon, c'est costaud. Il a tout du défenseur central moderne, quoi. Et je pense que. Franchement, on a inventé beaucoup de qualités chez d'autres défenseurs centraux belges. Qu'il y en a bien un qui mérite les louanges. Ouais. Mais c'est pour ça que je voulais en parler, parce que j'ai l'impression que il est pas vraiment beaucoup mis en avant, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je pense que, je dirais pas qu'il est sous-coté, tu vois, mais c'est peut-être par rapport au mauvais résultat du Standard Ouais, aussi, c'est tu ça, vois. c'est sûr. Ça Ouais, doit être ça. Mais je pense il mérite qu'on en parle. Le potentiel d'un Nathan Ngoy dans une position de sa centrale gauche, alors qu'il est droitier, à chaque fois des rencontres qui sont des rencontres très compliquées. J'ai un peu l'impression et ça c'est le niveau des joueurs qui s'élèvent quand l'adversité et même l'expérience, la pression devient plus forte, quand il joue contre des top équipes, lui-même, de son propre chef, il passe une étape. Et ça veut dire qu'il a un très gros potentiel. Ce joueur-là, dans la qualité technique, dans ce qu'il propose, dans sa mentalité, etc., franchement, le Standard va le vendre cet été. Moi, je vais vous le dire, je me prononce direct, mais je sais pas si ça va se faire ou pas, mais le Standard va le vendre cet été. Ça va être vraiment le sauvetage de Fergal Harkin financier. Je pense que cette année, il s'appelle Nathan Ngoy et ça va partir sur de la Bundesliga ou potentiellement sur des petites équipes de Première Ligue, j'en sais rien, mais là, le potentiel qu'a ce mec s'il fait les bonnes étapes et juste fou. Et pour moi, c'est du niveau Konaté. Je pense que mentalement, en plus, il a l'air très costaud. Je le connais pas personnellement, mais moi, de ce que je vois depuis qu'il a commencé, etc., sa progression, moi, honnêtement, ça m'impressionne, hein, parce que à son âge, je jouais pas comme ça. Hein. On pourra remplacer Woodface, c'est trop bien. Woodface qui est c'est coéquipier, allez. Tu vois, je suis pas venu ici pour me faire des ennemis. Woodface qui est leader d'ailleurs de Championship avec Leicester. Il faut le dire quand même. Quand c'est bien, il faut le dire aussi. C'est pas un mauvais défenseur non plus, parce qu'il serait pas à cette place-là aujourd'hui. Ouais. Mais je suis pas fan. Non, en termes de potentiel, pour moi. Désolé Wout, mais... Ouais, on commencera d'abord par remplacer gentiment Jorne Spillers par Nathan Ngoy chez les U21 avec une paire Connie de Winter, Nathan Ngoy qui là va être vraiment très très intéressante. Voilà, tout doucement, on retrouve des défenseurs, ça nous fait plaisir. Ouais, il n'y a plus qu'un arrière gauche à trouver. Hein. Voilà. On attend peut-être éventuellement un certain Masanka Bungi qui joue du côté de Leipzig, qui est un très très gros prospect sur lequel je mise énormément. On peut dire que c'est mon crack de la semaine. Voilà, on va improviser très bien. Pour le reste, ce sera Wait and See. Wait and See, c'est évidemment votre rubrique spéciale transfert dédiée cette semaine à Stani Dumbo, dédiée également à Nicolas Burgui, dédiée à Akon, Valdimarsson, et puis un autre gardien approché par la Gantoise du nom de Martin Pass. Voilà, ce sera tout pour cette semaine. Merci Quentin. Avec plaisir, merci à vous tous. Hein. Écoute, c'était exceptionnel, je suis très content en tout cas, c'était une très belle émission. Merci Thomas. Avec plaisir. Et François, tu es toujours à la maison ici, sache-le. Bah écoute, honnêtement, un tout grand merci parce que l'accueil était super chaleureux. Et je tiens à mettre en avant et à vous remercier parce que dans le monde du football, une fois qu'on n'est plus
sur le devant de la scène. D'habitude, on est bien écarté, donc je vous remercie pour l'invitation. Ça fait plaisir. Tu seras toujours le bienvenu ici à la maison, sache-le mon François. Gentil. Et on t'envoie beaucoup de belles énergies pour ton futur. Et puis voilà, vous pouvez toujours me contacter si vous voulez un club pour François. Je ferai office d'agent cette fois-ci, il n'y a pas de problème. Ça peut être l'intermédiaire sans problème. On s'arrange. Allez, prenez soin de vous, prenez soin des autres. À la semaine prochaine. Épisode dédié à la Coupe d'Afrique des Nations. On sera avec un sélectionneur qui va à la CAN la semaine prochaine. Ça va être chouette aussi. Ciao, ciao.